Bonjour à tous, vous êtes bien sur le plateau de Plateforme Santé et comme on est en début d'année et surtout en début février avec cette loi, vous savez, cette loi anti-tabac qui arrive et qui va nous contraindre davantage pour fumer dans les lieux publics, nous allons vous parler aujourd'hui de sevrage tabagique avec le docteur Astrid Moret-Kaplan qui est tabacologue. Bonjour. Bonjour. Et le docteur Marcel Ichou qui est Bonjour. Bonjour. Alors c'est difficile, je crois, de s'arrêter de fumer, c'est de ça dont il va être question là dans cette émission. Mais je crois qu'avant tout, avant de parler même des méthodes de sevrage, c'est une longue préparation parce que s'arrêter de fumer, c'est une dépendance psychologique, mais aussi physique. Et peut-être il faut prendre le temps de s'y préparer. La loi, c'est le 1er février. Et finalement, en janvier 2008, on n'a plus le droit du tout de fumer, y compris dans les lieux publics que sont les cafés, tabacs, restaurants. C'est peut-être maintenant qu'il faudrait s'arrêter de fumer, donc on a envie d'aider nos téléspectateurs. Alors, s'arrêter de fumer, est-ce que c'est bien de s'y préparer longtemps à l'avance? J'aurais tendance à... Alors, s'y préparer longtemps à l'avance, oui, ça peut être effectivement une bonne chose. Je crois qu'il faut, à partir du moment où un fumeur a décidé de s'arrêter de fumer, il faut qu'il essaye de voir un petit peu quelles sont ses motivations à l'arrêt du tabac. Ça, c'est très important parce qu'on estime actuellement qu'à peu près il y a plus d'un fumeur sur deux qui envisage de s'arrêter de fumer. Et dans la majorité des cas, dans un tiers des cas, il envisage d'arrêter très rapidement, dans le mois qui vient. Donc, c'est ces gens-là qu'il faut essayer effectivement d'aider. S'arrêter de fumer, c'est pas facile. Il faut trouver effectivement les motivations personnelles qui vont faire qu'on va s'engager dans cette démarche. Et il faut qu'à un moment donné, pour le patient ou le fumeur qui souhaite arrêter de fumer, les bénéfices à l'arrêt du tabac soient supérieurs aux avantages qu'il a à continuer à fumer. Donc à partir du moment où cette balance, qu'on peut travailler d'ailleurs. On peut même lui faire écrire, les lister soi-même. Bon, il faut rester modeste. Il y a beaucoup de fumeurs qui arrêtent sans aide, sans soutien ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que pour des gens pour lesquels cette démarche est difficile, ça vaut le coup de se faire aider pour mettre justement à jour un petit peu toutes ces motivations et puis essayer de faire peser un petit peu la balance sur... il y a quand même pas mal d'avantages à arrêter de fumer. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de profil type non plus? C'est pour ça d'ailleurs que toutes les méthodes peuvent marcher ou ne pas marcher. C'est que voilà, chaque fumeur est un cas bien spécifique et qu'il faut adapter le traitement. Il n'y a pas de traitement sur mesure, quoi. Non, il n'y a pas un traitement miracle pour tout le monde qui va marcher pour tout le monde. Voilà. Je pense qu'il faut s'adapter à la personnalité du fumeur. Nous, ce qu'on fait en consultation de tabacologie, c'est justement essayer déjà de comprendre l'histoire du tabagisme de ce patient, d'essayer de voir avec lui les stratégies à mettre en place, quels sont les traitements médicamenteux éventuellement qui peuvent l'aider dans sa démarche. C'est pas une obligation non plus, mais on sait que s'il y a un accompagnement à la fois psychologique et un accompagnement médicamenteux, il y a quand même plus de chances de réussite de sevrage. Donc c'est important aussi à préciser. Alors, parmi les choses qui marchent, non, c'était vous parliez de tester son tabagisme, en fait faire le point avec là où on en est avec le tabac. Oui. Qu'est-ce qu'on dit à un patient pour qu'il fasse le point avec son tabac? Parce que s'il veut s'arrêter de fumer, il y a déjà une démarche. Oui. Maintenant, il a des tas de craintes. J'ai peur de grossir, et on en parlera, de grossir, que ce soit très difficile, que voilà, ça me manque, je devienne irritable avec mon environnement. Ce qu'on fait aussi dans les consultations, c'est essayer de bien noter et de voir un petit peu quelles sont ses craintes du patient pour essayer souvent de les dédramatiser. Et lui faire exprimer déjà, c'est... Voilà. On essaye de projeter, par exemple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui, au moment où elles se décident d'arrêter de fumer, ont une grosse crainte, c'est prendre du poids. Ouais. Alors, la prise de poids à l'arrêt du tabac, il peut y avoir une petite prise de poids, c'est sûr, mais prendre 10-20 kilos, c'est pas non plus ce qui arrive à tout le monde. Donc, on essaye de travailler justement au moment de ces consultations sur déjà la surveillance du poids, revoir un petit peu le comportement alimentaire. S'arrêter de fumer, ça veut dire aussi changer tout un comportement. C'est pas uniquement arrêter une substance, c'est revoir aussi sa façon de s'alimenter, peut-être refaire un petit peu de sport, revoir certaines situations. Pour aller mieux. Oui, en profiter pour revoir un petit peu tout ça. Effectivement, on parle. L'élément fondamental, c'est la motivation. C'est finalement pourquoi je veux m'arrêter, parce que on a tout un environnement qui nous dit le tabac c'est pas bon, on le sait tous, les maladies cardiovasculaires, le cancer du poumon, etc. Ça, c'est un environnement. Et puis après, chacun, par rapport à son histoire et sa relation au tabac, il fume. Ça peut être un moment de plaisir, parce que il faut aussi aller là-dessus. On peut pas simplement dire c'est négatif.
négatif. C'est aussi agréable de prendre une cigarette ou un bon cigare après manger, etc. Et comment jouer sur cette motivation? Parce que pour lâcher ça, qu'est-ce que vous me donnez? C'est ce que vous disiez au début. On essaye vraiment de travailler avec des techniques en fait qu'on emprunte un petit peu aux thérapies cognitives et comportementales, où on travaille justement sur des idées un peu que le patient peut avoir avec je suis stressé, je fume. Alors on peut exprimer, c'est très important ce que vous venez de dire, parce qu'on l'entend partout, thérapie cognitive et comportementale, mais finalement les gens ne savent pas du tout ce que ça veut dire. En pratique, par rapport à la cigarette, ça veut dire quoi? La thérapie, par exemple, alors thérapie comportementale, ça veut dire essayer d'agir sur un comportement. Par exemple, dans la cigarette, j'associe café, cigarette du matin. Exactement, voilà. Hein, il y a certains patients pour lesquels c'est difficile, par exemple, de boire un café sans penser à une cigarette. Ou de prendre la parole, ou s'ils sont émus. Enfin bon, c'est ça. C'est des comportements au moment où on a une émotion particulière. Je l'associe à un événement. Voilà. Il faut essayer de modifier un petit peu ces comportements. Donc on essaye de voir ça avec le patient. En fait, c'est pas nous qui avons la solution, hein, c'est le patient qui a la solution. Nous, on essaye de mettre en valeur certaines choses. Par exemple, si le café est vraiment très fortement lié à la cigarette, c'est peut-être bon d'éviter le café pendant quelques temps et trouver une boisson de substitution, une tisane, un jus de fruits, quelque chose. Oui, on sait par exemple que le café, ça peut impliquer la cigarette, alors que si on prend une menthe, ça donne voilà, pas envie. Peut-être que ça donnera pas envie justement d'aller fumer. On essaie d'agir un petit peu sur ces comportements, on va dire, comme par exemple le fait de fumer dans la voiture. Donc il faut essayer de prévoir autre chose. On peut prévoir, je sais pas, des substituts. Donc en fait, vous avez quelqu'un qui vient, qui vous fait une demande, et puis vous utilisez des stratégies avec tous les outils en fonction de ce qu'il a. Si c'est une maman qui a des enfants, vous allez peut-être jouer sur l'exemplarité par rapport aux enfants, la nocivité du tabagisme passif. Enfin, voilà, vous adaptez. On essaie d'adapter à chaque patient. C'est pour ça qu'il n'y a pas une consultation type, en fait. C'est vraiment une consultation adaptée à chaque patient en fonction de ce que lui veut faire. Et puis, on essaie de travailler un petit peu justement sur tous ces comportements qu'il faut modifier. Donc, il y a des éléments, il y a des aides, mais il n'y a pas de méthode miracle non plus, comme vous l'avez dit. Et il y a même des gens qui peuvent arrêter de fumer sans aide. Tout à fait. Et j'allais dire même heureusement, parce qu'on est facilement débordé en consultation. Donc, c'est peut-être bien que tout le monde ne vienne pas nous voir et qu'il y ait des gens qui arrivent. Et puis d'ailleurs, on ne parle pas d'échec dans le sevrage tabagique, on parle de succès différé, je crois. Enfin, c'est la Grue qui avait dit ça, dans le sens où souvent, plus on a tenté d'arrêter de fumer, plus on a de chance finalement la troisième fois, je crois, dans les statistiques. C'est voilà, il faut des fois avoir essayé. Ça sert à ça aussi, hein. L'accompagnement dans le sevrage tabagique, c'est essayer aussi de dédramatiser la rechute, de prévoir la rechute, parce que c'est aussi quelque chose qui peut arriver, hein. Souvent, le premier essai, c'est pas le bon, mais en même temps, une rechute, ça permet aussi au patient fumeur d'avoir compris certaines choses. Il sait ce qui a été efficace pour lui à un moment donné, ce qui n'a pas été efficace, est-ce qu'il a supporté les traitements, il sait dans quelles circonstances il a rechuté. Tout ça, ça va lui servir, on va dire, pour l'essai suivant, et il va savoir qu'il doit être vigilant dans telle ou telle situation. On essaie de travailler un petit peu. Et quoi qu'il arrive, il aura déjà le bénéfice de s'être arrêté, parce que j'ai lu une étude qui disait, parce que avant, du temps où j'ai fait mes études, il y a bien très longtemps, on mettait ça en paquet année, c'est-à-dire que c'était le nombre, la quantité de cigarettes liée au temps. Et maintenant, on insiste plus sur la notion de durée du tabagisme, plus que sur la quantité. On parle toujours de paquet année, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est une notion en fait de tabagisme cumulé. Hein. Donc chaque cigarette évitée, c'est une bonne chose. Voilà. Et si on s'arrête pendant 1 mois, 2 mois, 2 ans, c'est vraiment toujours je pense important. Il faut pas avoir peur d'essayer d'arrêter. Hein. Même un arrêt aussi minime soit-il, c'est toujours quelque part une petite expérience. Et puis ça peut toujours faire prendre conscience même à certains patients fumeurs qui sont persuadés que demain je peux arrêter quand je veux. On s'aperçoit que même sur des courtes durées, c'est pas si facile que ça de tenir. Ouais. Ça peut justement, les patients peuvent prendre conscience que oui, il y a cette dépendance et ça motive un petit peu plus. À l'inverse, on peut dire, on le voit souvent, c'est que de gros fumeurs, enfin des fumeurs, disent c'est pas possible, moi m'arrêter de fumer, c'est même pas envisageable. Et puis finalement, à l'expérience, ils disent finalement, je me suis arrêté, c'est possible. Voilà, il n'y a pas. Petits fumeurs, c'est plus facile, les gros fumeurs, c'est difficile. Très souvent, on est surpris justement de voir que pour des petits fumeurs, c'est plus difficile de se passer de quelques cigarettes par jour, alors que des gros fumeurs, qui très souvent, au bout d'un moment, ont des problèmes de santé, arrivent à arrêter le tabac des fois plus facilement qu'un petit fumeur. Donc, il n'y a pas un profil type de personne qui va réussir à arrêter de fumer, mais je pense que chez des gens qui essayent tout seuls et qui n'arrivent pas justement à arrêter de fumer tout seuls, ça vaut peut-être le coup
de se faire accompagner, hein, parce que un accompagnement, ça permet de rebooster un petit peu les motivations quand les motivations fléchissent. Ça permet aussi de redonner un petit peu confiance au patient fumeur dans sa capacité de réussir. Ça, c'est important, hein, parce que très souvent, on se dit... Mais on est tous